Oh, merci, Madame, Messieurs, d'être avec nous ce soir pour notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Willy Michiki, qui est président de l'UNANA et membre de la conférence des présidents de l'AFDC Allié. Monsieur Willy, bonsoir. Bonsoir, Madame. Avec vous, nous allons nous entretenir sur quelques sujets qui défraient la chronique. On va parler notamment de la tournée africaine du secrétaire d'État américain. On parlera notamment du départ de la MONUSCO et puis du dossier Kaboul. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise, comme d'habitude d'ailleurs. D'accord. On va commencer avec cette tournée africaine qu'a effectuée le secrétaire d'État américain. En tant que politique, comment avez-vous apprécié cette tournée? Donc, d'abord, il faut dire que pour la première fois, la diplomatie congolaise a payé. Okay. Et je crois que c'est un message fort à tous ceux-là qui critiquaient le chef de l'État, okay, qu'il serait devenu, entre guillemets, pigeon voyageur. Et qui Or, aujourd'hui, les relations internationales, c'est d'abord les contacts physiques. Okay. Le fait qu'il a eu, dans ce voyage, à rencontrer personnellement le président Joe Biden, avec qui ils ont même papoté, se sont tapés comme ça, ce qui est un signe de détente. Il a vu plusieurs fois le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, d'abord en Europe et aux États-Unis. Donc c'était quelqu'un qui est familier. Et nous avons compris le fonctionnement du système politique américain, où les organes délibérants, tels que le Sénat, ont une influence sur l'exécutif. Nous avons tapé à la porte de la Commission des affaires étrangères du Sénat. Rappelez-vous que tout s'est déclenché avec la longue lettre que le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat avait adressée au secrétaire d'État américain, qui est en réalité le patron de l'administration américaine. Donc c'est la troisième personnalité. Et il a même menacé, et c'était un républicain, et c'est plutôt un démocrate, il a menacé de sanctions à l'égard du gouvernement américain s'il ne changeait pas leur politique vis-à-vis du Rwanda qui déstabilise les pays voisins. Ça n'a pas tardé. Le secrétaire d'État Blinken, parmi les 3 pays qu'il devrait visiter en Afrique, il a inscrit la RDC pour son problème avec l'agression dont nous sommes victimes aujourd'hui, donc par nos voisins rwandais. Mais est-ce que vous, bon, par rapport à ça, je ne vous arrête pas, est-ce que la diplomatie congolaise a bien joué son rôle? Est-ce que les secrétaires d'État américains ont pu s'enquérir du rapport des experts de l'ONU? Absolument. Lors de sa visite ici, le gouvernement congolais, notamment le chef de l'État lui-même, n'est pas allé par les deux de la cuillère. Il est allé droit au but en lui disant que nous nous sentons abandonnés et que toutes les cartes sont sur la table. Les Congolais font pression sur moi. Que pourquoi avons-nous comme alliés États-Unis? Les États-Unis ne nous soutiennent pas au Conseil de sécurité. Ils ont été les premiers à s'opposer contre la levée de l'embargo, alors que nous sommes un pays envahi. Nous avons besoin de nous défendre. C'est la Russie, la Chine, qui ne sont même pas, qui ne jouissent pas des avantages comme nous le faisons à l'Occident, qui nous défendent plutôt. Et vous savez, aujourd'hui, la donne internationale a changé. La Russie attend que la RDC lui tende la main pour venir ici. Et si la Russie s'est arrivée à s'installer ici, c'est fini. Ça va avoir un effet d'entraînement sur les 9 pays voisins, mais aussi, ils auront contrôlé le cœur de l'Afrique, dont la gâchette se trouve en RDC. Donc, l'administration Biden, consciente de ces risques-là, n'a pas voulu perdre une seule minute pour sécuriser la RDC. C'est pour ça que vous avez vu que non seulement nous avons profité pour demander le soutien des États-Unis au Conseil de sécurité qui concerne la levée de l'embargo, mais aussi nous avons dit que nous ne pouvons pas mener aucune discussion
aussi longtemps que la souveraineté de notre pays est encore mise à mal. Aujourd'hui, et ça n'a pas traîné. Lorsque le secrétaire d'État Blinken est arrivé au Rwanda, il a dit tout haut à Kagame que cessez de déstabiliser la RDC. Évidemment, Kagame aussi a dit que non, c'est moi qui suis déstabilisé avec les FDLR Interahamwe qui sont appuyés par le gouvernement. Et il lui a dit, avant toute discussion, avant que je ne retourne aux États-Unis, puisqu'il continue au Moyen-Orient, je voudrais entendre que vous avez mis fin à l'agression congolaise. C'est comme ça que Kagame a tendu la main, lui qui est arrogant, au président Tshisekedi pour dire qu'il était prêt. Il n'a pas mâché les mots, à discuter directement avec son frère. Il a appelé frère. Le frère. Tshisekedi, pour parler de M23. C'est la première fois qu'il accepte. Parce qu'avant, il disait les M23 sont des Congolais, c'est une affaire congolo-congolaise. Donc c'est pour dire que pour la première fois, qu'on aime Félix, qu'on ne l'aime pas, Félix a réussi. Il a obtenu à la RDC ce que ses prédécesseurs n'ont jamais eu. Et là, c'est une fierté pour nous pour dire que nous avons un président qui agit, qui prend son temps, mais au finish, c'est une victoire. Déjà, quand j'ai suivi Kagame, arrogant qu'il est, dur qu'il est prêt à rencontrer directement le président Tshisekedi sans intermédiaire, j'ai dit waouh. Mais est-ce que ce n'est pas parce que parce qu'il y avait la présence du secrétaire d'État américain, c'est pourquoi mais justement c'est à marge. Mais est-ce que après il y aura quand même des résultats, surtout sur les dossiers de l'Est? Absolument. Je pense qu'aujourd'hui Kagame, si aujourd'hui le Rwanda est fort, c'est à cause de l'appui américain. Et Blinken n'a pas mâché les mots. Il lui a dit, si vous continuez dans cette politique, vous n'allez plus bénéficier du soutien américain. Rappelez-vous que la Commission des affaires étrangères du Sénat américain avait proposé à ce qu'on puisse suspendre toute aide militaire à l'égard du Rwanda. Et vous savez, si le Rwanda est privé de l'aide militaire américaine, ça va peser non seulement sur la sécurité rwandaise, qui a beaucoup d'ennemis, mais aussi sur son économie, puisque à travers les soutiens militaires, on accompagne aussi l'aide, il y a aussi l'aide économique qu'on donne au Rwanda. Qui s'ensuit. Alors, chacun a sa part de responsabilité, mais qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire pour sécuriser ses provinces? Alors, maintenant, ce que je dois dire, c'est qu'il ne faut pas toujours compter sur les interventions extérieures. C'est ça aussi. C'est vrai, nous avons réussi sur le plan diplomatique, mais il est temps maintenant. Mais il reste de mettre en exécution, c'est ça aussi les problèmes. Non, ça c'est déjà, c'est à marge. Vous savez, lorsque j'ai suivi Kagame, j'ai dit... Vous étiez vraiment rassuré. C'est question de temps. C'est question de temps, évidemment, il faudrait aussi être réaliste. Lorsque les M23 vont libérer les positions qu'ils occupent aujourd'hui au sein de la RDC, vont-ils aller où? Moi, je me pose cette question-là. On ne va pas laisser comme dans les M23. Il y a des Congolais qui sont dedans. Même moi, j'ai mes filles qui sont dedans. Ah bon? Je les reconnais bien, filles. Il y en a. Chez moi, Walika, j'ai des Mahamba, les Moindo, qui sont là. Ils sont dedans. Ils sont dedans, oui. C'est leur choix politique. Nous les encourageons comme notables, comme chefs coutumiers. Nous les décourageons à quitter les M23. Mais vont-ils retourner au Rwanda ou en Ouganda? Où ils doivent venir. C'est pourquoi moi j'ai dit, nous devons avoir des propositions concrètes à travers la commission mixte RDC-Rwanda qui est déjà opérationnelle pour que ces ex-combattants soient immédiatement pris en charge par les programmes de mobilisation, réinsertion et communautaire pour qu'ils soient utiles à la nation, mais aussi nous devons accélérer les retours des réfugiés. Ça aussi c'est un problème, on n'a pas les pays. Il y a des Congolais qui, près de 10 ans, sont aujourd'hui au Rwanda et en Ouganda et ne peuvent pas rentrer chez nous. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc la balle aussi est de notre côté, mais ce que moi je demande au gouvernement, il ne faut pas toujours compter sur l'extérieur pour sécuriser. Nous avons un grand pays, c'est vrai, ce n'est pas facile. C'est pourquoi j'en appelle aux Congolais de pouvoir s'enrôler massivement dans l'armée. On a peu d'effectifs. Mais s'enrôler dans l'armée, c'est bien, mais il faut qu'il y ait au moins une formation pour nos militaires. Bien sûr, c'est pourquoi, parce qu'on s'enrôle pour obtenir une formation. Et en même temps qu'on est en train d'enrôler
des Congolais dans l'armée et la police nationale, il faudrait aussi penser à la réforme du système de sécurité et de la défense. Puisqu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait revisiter aujourd'hui, puisqu'il faudrait une armée, et je ne peux pas parler, qui a la vision de l'Union sacrée, une armée apolitique, une armée au service de la nation. Lorsque je vois aussi la plupart des commandants sont devenus des hommes d'affaires, des businessmen, ils s'intéressent plus aux affaires commerciales qu'à la défense de la nation. Et ça laisse à désirer. Mais non, c'est ça, c'est aussi faute de moyens. Il faut que nos militaires soient aussi bien payés, bien rémunérés. C'est ça. Madame, lorsque nous regardons pour la sécurité d'un pays. Madame, lorsque nous regardons aujourd'hui le plus gros budget aujourd'hui que la République dépense, aller au ministère des Finances, à la Banque centrale, c'est dans l'armée. Mais tellement qu'il y a trop de magouilles, cet argent-là n'arrive pas à destination. C'est comme ça que j'ai parlé de l'assainissement du secteur de la sécurité et de la défense. Parce que vous allez voir ici les fonds de ménage. On peut faire sortir ici et $80. Ça arrive là-bas au front, peut-être 10-20 $. Une grande partie reste ici. Mais il faut qu'il y ait au moins un comité de suivi, tout ça. Tout à fait, mais il faut aussi des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions. Tous ceux qui détournent l'argent, les fonds des militaires, doivent avoir une peine capitale. Ce sont des gens qui sont appelés à mourir pour le pays. Et lorsque vous permettez de détourner leurs soldes, leurs fonds de ménage, vous méritez la pendaison. Je suis vraiment, vraiment extrémiste. La pendaison, vous êtes trop dur là. Oui, puisque c'est grave, puisque les gens qui sont prêts à sacrifier leur vie, et vous permettez de détourner les paix qu'ils ont, donc vous êtes anti-patrie. Voilà, on pourrait dire que maintenant la RDC peut compter sur les États-Unis d'Amérique. Bon, c'est un signal pour fort moi, c'est encore très tôt. Nous voulons voir les actes. Sur terrain. On a vu, c'est vrai, lorsque Anthony Blinken est arrivé au Rwanda, il n'a pas mâché les mots. Devant Kagame, il a dit exactement tout ce que nous avons dit. Nous avons même aussi, nous attendons aussi, nous avons sollicité aussi son appui comme membre du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies pour pouvoir examiner et mettre à l'ordre du jour les rapports des experts des Nations Unies qui a prouvé noir et blanc que la RDC était victime du Rwanda. Nous voulons que ces rapports soient examinés. Nous voulons aussi qu'on puisse exploiter finalement, puisque le rapport mapping a été aussi présenté par les experts, mais c'est devenu comme un cadavre dans l'armoire. On l'a complètement oublié, alors que c'est les rapports les Nations Unies, le Conseil de sécurité qui avait commandé ces rapports, devrait l'examiner et procéder à son exécution, aussi pas à des sanctions à l'égard depuis aussi longtemps qu'on n'aura pas la véritable réconciliation passe par la sanction. Il faut qu'on puisse sanctionner pour que les gens puissent avoir peur. Mais qu'est-ce que la RDC peut attendre des États-Unis d'Amérique? Bon, je crois que c'est à nous aussi. C'est pourquoi moi j'ai dit, lorsque nous devenions aussi des diplomates à l'étranger, il faut désigner de personnalités capables de défendre les pays, des gens qui ont des connaissances en matière de la diplomatie et les profils qu'il faut. Puisque ces rapports-là, maintenant, tout ce que nous faisons aujourd'hui, la RDC a des représentants qui sont payés par les trésors publics qui doivent les défendre. Nous pouvons parler à les médias, mais il faut maintenant un lobbying au niveau du Conseil de sécurité. Il faut que les 15 membres, les 10 non permanents et les 5 permanents soient impliqués, sensibilisés pour que la cause de la RDC ne soit pas seulement une cause défendue par la RDC, mais de la communauté internationale. Parce que la déstabilisation aussi, aujourd'hui, de la RDC, c'est la déstabilisation de l'Afrique et en particulier de l'Afrique centrale. Le secrétaire d'État américain est parti rassurant de l'organisation des élections en 2023 en RDC. Êtes-vous du même avis? Oui, et ça aussi, c'est une très bonne chose, mais quand je vois la cagnotte que le gouvernement américain a donnée, 26,5 millions de dollars, c'est vraiment une goutte dans la mer. Puisque avec l'expérience que j'ai, le budget électoral risque de dossier autour de 1 milliard de dollars. Mais lorsque vous nous donnez près de 27 millions de dollars,
une puissance comme les États-Unis, c'est une goutte vraiment dans la mer. Donc c'est insignifiant. Mais au moins, aujourd'hui, nous avons l'appui moral des États-Unis qui a promis de nous accompagner. Et je félicite le président de la CNI, surtout qu'il est... Bon, évidemment, Anthony Blinken parle français un peu, mais il a impressionné... Il est quand même avec le président de la CNI, le président de la République, et le Premier ministre, tout ça. Tout à fait, et il est resté avec une bonne impression. Le président Kadima a expliqué le processus. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les États-Unis sont avec nous dans ce processus, et ceux-là qui croyaient remettre en cause ce processus, en tout cas, ils n'auront pas l'appui de la communauté internationale. Le processus est en cours parce que aujourd'hui la CENI a procédé déjà à la formation des hôtesses, des protocoles, tout ça pour l'organiser des élections. Mais les problèmes qui se posent, c'est est-ce que les élections seront organisées dans les délais impartis? C'est ça les problèmes. Bon, le vœu de nous tous acteurs politiques, c'est de pouvoir respecter la Constitution. Les élections, le cycle électoral, c'est 5 ans. En tout cas, nous aurions souhaité, nous sinon, à l'Union Sacrée, nous aurions souhaité que nous puissions faire la différence de nos prédécesseurs. Que notre majorité puisse mettre à la disposition de la CENI les moyens nécessaires pour que la CENI organise des élections. Vous savez très bien, la loi organique est claire. On met à disposition de la CENI une dotation. Moi, je m'oppose à ce qui se passe aujourd'hui avec notre gouvernement, qui, chaque fois, demande à la CENI les besoins. Non. On connaît le budget de la CENI. Le ministre des Finances, le Premier ministre, devrait respecter la loi organique en donnant la dotation de la CENI. La CENI doit avoir les mains libres, puisque le temps est très court et tout est fonction des moyens. S'il faut attendre que les besoins passent par le budget, passent par... Non. Même en matière de passation des marchés, il faudrait qu'on puisse exempter la CENI de certaines procédures, d'autant plus que l'État ne lui permet pas aujourd'hui. Parce que nous voulons avoir des élections, mais il faut les moyens. Les élections, ce sont les moyens. Oui, parce que le moyen se pose déjà. Est-ce qu'il y aura possibilité de parler d'un glissement? Comment cela sera interprété au milieu d'abord de vous, acteurs politiques, et puis de la société? Bon, d'abord, aujourd'hui, c'est très tôt de parler de glissement. Je sais que l'état imparti est très court, mais lorsqu'il y a volonté politique, je suis convaincu qu'on peut encore organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'est question de volonté politique. Vous savez, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de difficultés. C'est pourquoi j'ai dit que quand je vois aujourd'hui les élections risquent de coûter plus cher. Les dernières élections ont coûté près de 600 millions de dollars. Alors que nous avions déjà une bonne partie de la logistique qui était prise en charge par la MONUSCO. Moi, je viens de l'Est. En tout cas, l'opinion de l'Est en général ne veut plus de l'aide de la MONUSCO. On veut que la MONUSCO parte avant la fin de cette année. Donc, ce qui fait que nous devons compenser côté logistique pour que le gouvernement puisse couvrir cette partie importante d'ailleurs. Puisque vous savez, nous sommes dans un pays qui n'a pas de bonnes infrastructures. Donc, il faut déployer tout. Parce que tout se fait presque par voie aérienne. Donc, il faut beaucoup de moyens. Voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'on sera à mesure d'organiser les élections sans l'Est? C'est ça aussi les problèmes. Bon, l'aide est toujours la bienvenue. Même si nous avions les moyens, nous aurions souhaité, lorsque j'ai fait allusion aux États-Unis, une puissance comme les États-Unis nous donne que près de 27 millions, pour nous c'est insignifiant. C'est vraiment insignifiant par rapport aux États-Unis. Nous attendions à ce que les États-Unis prennent même un quart, ou bien même un quart du budget de la CENI. 27 millions ne représentent vraiment rien. On attend aussi que les autres partenaires comme l'Union africaine, comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement, qui sont les partenaires traditionnels de la RDC, puisque la stabilité de la RDC doit d'abord commencer par l'organisation de bonnes élections. Si nous donnons aux Congolais de bonnes élections, ça va déjà réduire les conflits et renforcer la stabilité. Parce qu'il faut aussi reconnaître surtout que... la confiance de la population. Tout à fait. Il faut aussi reconnaître que la plupart des conflits que nous avons aujourd'hui naissent de la mauvaise tenue des élections. Ce que nous, à l'Union Sacrée, aujourd'hui, nous souhaitons vraiment éviter. Et vous évitez ça comment? Nous évitons ça d'abord en cherchant
à rendre le processus transparent, ce que la CENI est en train de faire aujourd'hui, et surtout de mettre des moyens à la disposition de la CENI. Puisque si la CENI a suffisamment de moyens, ça peut aussi lui permettre d'écourter certains scrutins, les coupler plutôt, et surtout de pouvoir atteindre les coins et les recoins de la République. Déjà, comment vous vous préparez? Parce que je sais que vous êtes là pour soutenir le chef de l'État et vous lui donnez déjà un second mandat, c'est ça? Oui, en tout cas, je peux dire au chef de l'État, comme nous Quinois, nous disons, Papa Félix, Okikola la pongia babébé, comme disait le président, mon mentor, Étienne Tshisekedi, puisque l'Est de la République, qui représente 23%, les grands qui vont, avec Bahati Modeste, vous avez vu, justement, un petit mot qu'il a dit pour la MONUSCO, les mots d'ordre étaient suivis. Donc c'est le même mot qu'il a donné aussi. Il a dit, reconduisez Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Et ces mots d'ordre, je vous dis, je vous prends en témoin, Félix va cartonner dans cette partie qui représente 23%. S'il a déjà 23% de l'électorat du Grand Kivu, il a Kinshasa, il a son fief naturel, le Grand Kasaï, et une partie du Grand Katanga avec Jean-Pierre Bemba et Guy Luando. Je vous dis, c'est pourquoi aujourd'hui, même les opposants aujourd'hui, leur combat, c'est de ne pas organiser les élections. Puisque si les élections sont organisées dans les délais constitutionnels en 2023, je vous dis, madame, sans risque d'être contredit, nous allons les remporter haut les mains. Sans contestation. C'est pourquoi nous travaillons. Oui. Alors, comment vous appréciez le 4 ans de gouvernance du président Félix Antoine Tshisekedi par rapport à ses actions, bien sûr? Oui, c'est vrai que le temps est difficile. D'abord, le président Tshisekedi a trouvé le pays à un niveau -0. Et aujourd'hui, la RDC est redevenue un pays fréquentable. Ça fait longtemps qu'on a connu des visites comme ça de troisième personnalité des États-Unis. Ça fait longtemps que la RDC siège au Conseil. Et puis, vous savez, Félix, c'est un oin de Dieu. Pendant l'épée de mandat, 3-4 ans, il a été président de la commission, il a été président de l'Union africaine. Il est président de la communauté des États de l'Afrique centrale. Bientôt ici, semaine prochaine, il sera président de la SADC. Donc, c'est tout son mandat, il n'a été qu'à la tête de grandes organisations africaines. Et je vous dis, après ça, il sera encore président de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Donc, c'est un oin de Dieu. Et c'est un message fort pour dire aux Congolaises et Congolais que c'est un libérateur. C'est vrai, même Jésus a été contesté chez lui. Jusqu'aujourd'hui même. Il y a des Juifs qui croient que Jésus n'est pas un fils de Dieu. Donc ce n'est pas surprenant qu'il y ait encore des Congolais qui doutent que c'est le Jésus qui a été ressuscité à travers Félix Tshisekedi Tshilombo. Bien sûr, il y a toujours des doutes au sein de la population parce que vous connaissez tous les slogans qu'on dit « Papa le Baki, les peuples d'abord ». Mais est-ce que le peuple se retrouve dans ça? Non, il faut dire que c'est un processus. D'abord, il faut dire que c'est la première fois depuis l'indépendance. Et là, je suis très content de l'opposition républicaine menée par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui a reconnu les performances réalisées par le gouvernement Samalou Konde sous l'impulsion du président Tshisekedi. Il a dit c'est la première fois. Et que cette tendance, si elle continuait comme ça, ce pays pourrait être aujourd'hui parmi les têtes, je dis bien les têtes des économies africaines. Puisque on n'a jamais organisé autant de recettes. Vous savez, au mois d'avril prochain, passé, c'est la première fois. 1,5 milliard de dollars. Donc aujourd'hui, on est en train d'envisager un rectificatif budgétaire. Puisqu'on ne peut plus aller encore avec des budgets modiques de 10 milliards de dollars. Alors que le prédécesseur n'a jamais atteint 5 millions. Même 5 milliards, même lorsqu'on faisait 5 milliards, on arrivait à peine à 3-4 milliards. Les réserves d'échange, tu sais qu'il les a trouvées à 800 millions de dollars. Or, ce sont les réserves d'échange qui incitent,
qui constitue comme une garantie aux investisseurs de venir dire, bon, nous venons investir en contrepartie, nous avons quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes à près de 4,2 milliards. C'est du jamais atteint. Tout ça et aujourd'hui, bien sûr, sous Félix. C'est ça les paramètres. Maintenant, comment transformer ces performances économiques, les vivre dans les paniers maintenant des Congolais, les paniers ménagers, les paniers de la ménagère. C'est question d'État maintenant. C'est là où maintenant nous sommes aujourd'hui. Malheureusement, comme on n'aime pas le Congo, la guerre est survenue. Aujourd'hui, la plupart des recettes que nous avons aujourd'hui sont dépensées malheureusement dans la guerre. C'est comme ça que le président Tshisekedi, visionnaire qu'il est, il a compris, il a dit non. Il faudrait que je puisse résoudre ces problèmes pacifiquement. Il y a des gens qui voulaient qu'on puisse faire la guerre au Rwanda. Qu'on ait au Rwanda, nous pouvons le faire. Mais vous ne savez, vous savez quand vous commencez une guerre, mais vous ne savez pas comment elle va terminer. Et aujourd'hui, tout le monde donne raison au président Félix que sa patience a payé. Nous allons bientôt régler les conflits de l'Est, puisque ce n'est pas seulement pour les M23, mais pour les ADF aussi. Les Américains nous ont promis de s'impliquer dans la sécurisation de la partie orientale de notre pays. Et ils nous ont demandé aussi d'assainir le climat des affaires. C'est vrai, vous savez, aujourd'hui, quand on voit beaucoup d'Asiatiques, c'est une menace pour les Américains. Nous avons dit, mais les portes sont ouvertes. C'est vous qui laissez la place aux Asiatiques. Vous posez beaucoup de conditions, des climats d'affaires, des droits de l'homme et comme ça. Ils ont peur, c'est ça. Les Chinois viennent, les Indiens viennent et commencent des affaires. Donc nous pensons que les Américains ont compris, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui en Russie, en Ukraine. C'est une leçon pour les Américains que s'ils ne nous sécurisent pas suffisamment, ils risquent de nous perdre. Et s'ils nous perdent, ils ne vont pas accéder à des minerais stratégiques tels que le lithium, le cobalt, le coltan, dont on ne peut pas parler du développement économique sans accès à ces minerais-là. Dans tout cela, la RDC sera aussi bénéficiaire. C'est ça aussi le problème. Tout à fait. Maintenant, pour que la RDC bénéficie, il faut la bonne gouvernance. C'est pourquoi vous avez vu que depuis quelque temps, certains caciques des régimes sortants sont très agités. Ils essaient de chez nous de venir à l'Union sacrée et prendre des gens, les monter contre nous, puisqu'ils disent que notre réussite, c'est leur malheur. Et moi, j'avais promis au PPRD de faire 50 ans d'opposition. 50 ans. 50 ans. Et j'ai dit à quoi, madame, je le répète ici, aux élections prochaines. On va garder les images, hein, monsieur. Regardez, aux élections de 2023, j'ai mis ma main à couper. Les PPRD, aux élections passées, ils ont eu 10%. Cette fois-ci, ils n'auront même pas 2%. C'est vrai. Rappelez-vous de cette émission. PPRD comme parti politique. Les FCC, ils peuvent nager encore jusqu'à 5% difficilement. Ça, c'est pour vous dire que les choses sont en train de changer dans ce pays. Les défis lancés. Les défis est là, c'est vrai, énorme. Moi, ce que j'aime chez Félix, c'est que c'est un homme qui a la patience. Il parle très peu. Et c'est comme ça que j'invite mes collègues de l'Union sacrée à s'approprier les dividendes. Vous savez, ce gouvernement Sama Lukonde, le président Félix fait beaucoup, mais on a un déficit communicationnel à l'Union sacrée. Il faudrait que côté communication, nous puissions aussi. Moi, je prends le cas seulement, notre adhésion à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Je vous dis, madame, chez nous, on ne communique pas beaucoup. Chez nous, aujourd'hui, je peux quitter Mwanda à l'océan Atlantique. Je vais jusqu'à l'océan Indien, à Dar es Salaam, jusqu'à Mombasa, à l'océan Indien, sans visa. Sans visa. Et je peux m'installer partout, dans tous ces pays-là. D'ailleurs, vous voyagez beaucoup là, Oui, je voyage beaucoup moi-même. Donc, pour nous, à l'Est, c'est le cadeau qu'il nous a donné. Le président sortant, il est swahiliphone, non? Il est de chez nous, mais il n'a rien fait. Mais le président Félix, il n'a rien fait. Beaucoup de choses, Félix Dikassa, il l'a fait chez nous. C'est pourquoi nous avons dit, papa Félix, nous allons vous retourner la sincère. Aux élections prochaines, vous aurez 100% dans les grands qui vont. Donc les 23% des voix déjà, ça c'est pour vous. Ne faites même pas campagne. Nous allons nous occuper. Bahati Modeste va s'occuper de ça. Des voix assurées déjà. Tout à fait. Ça c'est déjà acquis. Alors, avec Bahati Modeste. Comment avez-vous apprécié la gérance du gouvernement Sama Lukonde? Est-ce qu'on peut parler d'un remaniement? Nous pensons que le gouvernement Sama Lukonde, comme lui-même l'a appelé, le gouvernement de Warrior. Warrior, je suis anglophone, signifie les guerriers.
Il y a un temps pour la guerre, il y a le temps pour la paix. Pour la paix, oui. Les contextes dans lesquels ce gouvernement est arrivé au pouvoir, lorsqu'il y avait le bras de fer avec l'ex-FCC, Oui. puisqu'il n'existait plus pour moi de FCC, puisque la grande partie de FCC est avec nous à l'Union Sacrée, c'était le moment de guerre vraiment. Ok. Mais ça s'est dépassé. Il nous faut maintenant un gouvernement de paix. Un gouvernement maintenant qui va transformer ces performances économiques réalisées, les placer dans les paniers des Congolais. Pour Congolais, aller au Congo bilingual. Ok. C'est Donc, ce un gouvernement-là autre qu'on attend. gouvernement qui Moi, va je ne continuer voudrais, les travaux, moi ouais. je ne voudrais même pas penser de ça, Madé. Ok. Je voudrais un autre gouvernement. Un autre gouvernement Oui. préélectoral Ok. avec une autre vision maintenant. Oui. Un gouvernement de développement, de transformation Oui. de ces ressources-là en richesse. Que chacun maintenant sente, ah, vraiment, c'est vrai, la DGI a fait 1,5 milliard. Les régimes financiers ont fait des performances de 300%. Oui. Puisque c'est ce gouvernement-là qu'on attend maintenant. Oui. Pour moi. Ça m'a dit, c'est aussi le bienvenu, mais pour moi, je voudrais un autre gouvernement Donc, c'est nouveau qu'on- avec une autre... On change la tête et Tout à fait. les corps. Les guerriers Ok. ont fait leur temps. Oui. Il est temps de céder à d'autres maintenant qui pourraient venir maintenant finaliser le travail. C'est un processus sous la vision du président Félix Tshisekedi et ce gouvernement-là qui va nous amener aux élections. Parce que nous avons beaucoup de défis à relever. Ce gouvernement n'a pas démérité. Il est temps que l'autre puisse amener, prendre les relais et nous amener aux élections. C'est pas une forme de partage du gâteau. Donc, c'est les tours maintenant des autres. Mais nous faisons les Parce que partis c'est politiques. tout le monde qui Nous est maintenant faisons, dans madame, l'union sacrée. Non, Oui. c'est On évident. ne sait plus qui est. Nous faisons union la et qui est politique. faux, oui. Nous faisons la politique. Moi, Willy, j'ai fait la politique pour conquérir les pouvoirs. Ok. Pour manger les gâteaux, bien sûr. Bien sûr, il faut le dire, bien sûr. On fait la politique pourquoi? Il faut s'y régner de mille. Mais manger, pas manger seul. Ok. Conjuguer le verbe manger Oui. à la première personne du pluriel. Ok. Nous mangeons. Mangeons ensemble. Pas je mange, nous mangeons. Nous voulons maintenant que tout le monde mange. Ok. Et c'est ça l'objectif premier Oui. de la politique. Conquérir le pouvoir, Oui. l'exercer le plus longtemps possible et faire jouir vos concitoyens Ok. de dividendes que vous apportez. Nous allons manger ensemble. Nous mangeons. Sûrement Nous. il y a un ministère. Pas je mange, nous mangeons. Les autres là, j'étais Il faut manger. Nous maintenant c'est nous, votre tour. nous mangeons. Ok. Voilà. Mais il y a un ministère qui vous a toujours tenté. Pardon? Un ministère qui vous a toujours tenté. Bon, moi, je pense que moi-même, c'était toujours mon rêve d'enfance, Oui. c'est l'agriculture. Vous L'agriculture, savez, ok. un pays comme la RDC, Ok. c'est d'abord... Moi, j'étais à 26 ans, le plus jeune ministre de l'agriculture dans ce pays. Ok. Madame, lorsque j'ai accédé à ce poste, à l'époque de Mobutu, bien sûr, pendant une semaine, je ne faisais que pleurer. Je vous dis, ministre, je m'enfermais dans mon cabinet pourquoi vous pleurez? sur le boulevard de 30 jours à Batetela. Ok. Quand je vis d'où nous venons, ce pays s'est ingréné. Vous savez que nous étions premier producteur mondial du café, du cacao, du coton. Non seulement ces cultures-là, on ne les connaît même plus dans ce pays. Lorsque vous parlez des VA, des coton, non, on ne parle même pas. Café, cacao, alors que nous étions premiers. Et c'est ça qui faisait la fierté de ces pays. Pas les mines sont épuisables. Oui. Mais ça, ce sont des ressources inépuisables. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui que tout le temps, je ne dis pas que je suis contre les mines, non. Les mines nous ont aidés. Mais l'agriculture, c'est même le Mais cheval de bataille du l'agriculture, chef de l'État, oui. c'est inadmissible Ok. qu'au XXIe siècle, une puissance comme la RDC continue à Importer importer surtout ça, oui. la nourriture à l'étranger. En tout cas, ça, je m'excuse beaucoup. Ok. Je suis de l'Union sacrée. Ça doit être le premier défi. Vous regardez tous ces petits pays autour de nous. Allez même au Rwanda ici. Ils n'importent plus à manger. Hein. Ils produisent. Hein. Vous allez au Burundi, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda. Les devises que nous obtenons dans les mines, qui est une ressource épuisable, nous les dépensons dans les importations des denrées alimentaires. Okay. On doit mettre fin à cette tendance. Lorsque nous voyons 80 millions d'hectares de terres arables dans ce pays, c'est inadmissible à ce pays. Où tout pousse,
C'est un pays du miel et du lait. Quand j'explique à mes amis étrangers que je prends des grains de haricots dans le jette comme ça pousse, ils disent, ah non, you are kidding. Ils me prennent pour un farceur. Puisqu'ailleurs, ça n'existe plus. Et lorsque vous voyez tous ces pays aujourd'hui, américains, européens, qu'on envie, la Corée, ils ont commencé par l'agriculture. C'est pas l'agriculture qu'ils ont fait, la technologie des autres. Donc nous devons révaloriser. Moi, c'est le ministère clé qui doit avoir un effet d'entraînement sur les autres secteurs de la vie. Et c'est le ministère qui peut générer beaucoup d'emplois. Puisque ici au Congo, on parle de très peu de chômage. Or, il n'y a pas un secteur qui peut aujourd'hui produire des emplois comme le secteur de l'agriculture. C'est pourquoi j'ai dit il faut développer les milieux ruraux. C'est pourquoi je suis d'accord avec les projets de 145 territoires. Mais ces projets-là, pour moi, ne peuvent pas être réalistes si on ne développe pas d'abord les infrastructures. C'est le problème. Pourquoi il y a exode rural? Parce que les gens du milieu rural sont abandonnés. Quand tu es dans les milieux ruraux, tu es un sous-citoyen, tu es ignoré. Toi, tu crois que si on met des télévisions comme ça, à Kabe, à Kamanga, à Kandajika, à Walikale, moi je ne viendrai plus ici chez vous. Je vais rester là-bas. Mais vous tous, vous voulez rester ici parce que c'est là où il faut que nous puissions, que les banques puissent, que les gouvernements, à travers la Banque centrale, on a maintenant aujourd'hui la gouverneure qui est ici de FMI, qui a une bonne réputation, elle doit accorder des crédits, des avantages de crédit aux opérateurs économiques congolais, je dis bien, qui voudraient investir dans les milieux ruraux. Puisque lorsque les milieux ruraux auront connu un certain développement, une production, elles vont affluer vers ici, nous envoyer des produits et réduire les importations, particulièrement de denrées alimentaires. Alors, M. Oulémichik, on va terminer avec le dossier Kabound. Aujourd'hui placé en résidence surveillée, comment avez-vous apprécié ces dossiers? Bon, c'est quand même, Kabound peut être voyou, peut être ce qu'il est, mais c'est quand même quelqu'un qui a eu à exercer des fonctions importantes dans ce pays. Je rappelle ici que M. Kabundja, les noms, on ne connaît même pas lesquels qui est le vrai, puisqu'il a été d'abord Katangé et puis il s'est retrouvé Kassayen, a exercé les fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. En tant qu'ancien membre du bureau, il mérite certains égards. On a vu avec les mandats d'arrêt, l'autre était placé sous mandat d'arrêt aussi. Et Monsieur l'ancien Premier ministre Matata Pogno, mais il était à résidence surveillée. Pourquoi 2 poids 2 mesures? C'est pourquoi on a dit, comme on est dans une phase pré-juridictionnelle, la phase d'instruction, puisque le ministère public poursuit en charge ou en décharge, nous pensons que Kabound pourrait bénéficier quand même, puisque sa fuite n'étant pas vraiment à craindre, on peut lui bénéficier du statut d'un prisonnier à résidence surveillée. En attendant que l'instruction de son affaire aboutisse. Si jamais il était condamné, là il peut aller en prison. S'il ne l'est pas, il peut retrouver sa place chez lui à la maison et pourquoi pas même recouvrer ses immunités parlementaires qui ont été levées par le bureau de l'Assemblée nationale conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale étant en vacances, c'est le bureau qui statue à la place de la plénière. Merci beaucoup, M. Oulémichik, d'avoir répondu à toutes nos questions. Au moins que vous ayez un mot de la fin adressé à la nation congolaise. Le mot de la fin, c'est de dire aux Congolaises et Congolais qu'on ne soit pas distraits. Les élections auront bel et bien lieu. Et je vous convie, quelle que soit votre tendance politique, quelle que soit votre obédience politique, à voter massivement pour celui-là qui a déjà fait le pas. Les mandats constitutionnels est une fois, 2 fois, une fois renouvelable. Redonnons encore confiance au président Tshisekedi. 5 ans, c'est pas beaucoup. Et s'il y a les autres qui pourraient venir après pour qu'ils puissent terminer la vision qu'il a déjà commencé. Puisque nous risquons de prendre des gens qui viendront encore apprendre au sommet de l'État et connaître le pire. Mieux vaut, chez nous on dit, mieux vaut celui-là que tu connais
que celui-là que tu n'as jamais vu. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Willy Michiki, pour cette citation. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Madame, Messieurs, je recevais pour vous Monsieur Willy Michiki. Il est président de l'UNANA et puis membre de la conférence des présidents de l'AFDC. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.